à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Le programme ce soir, notre grand débat autour de la réforme de l'hôpital public. Agnès Buzyn promet une révolution douce, favoriser l'ambulatoire, lutter contre les opérations inutiles, mutualiser les dépenses et surtout changer le système de financement, sortir de cette rémunération à l'acte. Nos hôpitaux sont-ils devenus des entreprises privées cherchant avant tout la rentabilité? La ministre de la Santé va-t-elle stopper ce processus? Nous poserons toutes ces questions à nos invités dans un instant. N'hésitez pas évidemment à réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Le match des idées, il opposera ce soir deux communicants, Marie-Virginie Klein et Philippe Moreau-Chevrolet. Nous reviendrons sur les procédures d'exclusion du parti Les Républicains après des mois de tensions et de tergiversations. Et si, en termes d'image, c'était finalement le parti de la droite qui était perdant, passant pour un parti sectaire? Nous poserons la question à nos spécialistes en plateau. Enfin, l'entretien du jour, nous recevons Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre et actuel président de la Fondation de l'Islam de France. Il nous dira en quoi consiste très précisément sa mission et comment il voit, lui, en tant que souverainiste historique, l'entrée de l'extrême droite au Bundestag et la crise catalane. Mais d'abord, cette réforme de l'hôpital public lancée par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a passé son grand oral aujourd'hui à l'Assemblée. Elle assure qu'elle va y aller doucement. Pourtant, c'est un pavé dans la mare qu'elle jette. Opération inutile, acte réalisé 2 fois, fermeture de lit. La ministre lève le voile sur ses intentions et montre une facette assez méconnue du fonctionnement hospitalier. Sandra Cerquera. Pour la ministre de la Santé, il faut réduire le déficit de la sécurité sociale de 3 milliards d'euros. Et pour y arriver, l'hôpital doit faire des économies de plus d'1 milliard, en mutualisant notamment certaines dépenses, comme les achats de médicaments. Autre piste, favoriser l'ambulatoire, l'hospitalisation de courte durée. L'objectif est qu'en 2022, 7 patients sur 10 qui entrent à l'hôpital le matin en sortent le soir, contre 5 aujourd'hui. La réforme prévoit aussi de fermer davantage de lits pour privilégier l'ambulatoire, sans donner pour l'instant de chiffres précis. Alors que 16 000 lits ont déjà été supprimés entre 2015 et 2017. Autre mesure phare pour réaliser des économies, l'augmentation du forfait hospitalier de 2 € par jour pour passer à 20 €. Enfin, le gouvernement compte revenir sur la tarification à l'acte. Tous les rapports le montrent. Autour de 25% des dépenses de santé aujourd'hui sont liées à des actes inutiles ou redondants. Et je crois que nous avons donc des marges de manœuvre énormes pour notre système de santé. Je vais donc proposer dans le PLFSS de sortir progressivement du tout et deux A. C'est la promesse que je fais aujourd'hui à l'hôpital public. Et je souhaite également que pour les soins de ville, nous travaillions à des tarifications au forfait, au parcours et à la coordination. Ce ne seront donc plus les hôpitaux qui feront le plus d'actes, qui seront les mieux subventionnés, mais ceux qui développent des parcours de soins plus raisonnables. Et on va revenir sur les termes employés par la ministre parce qu'ils sont forts, ces termes. Avec nous sur ce plateau, Patrick Chêne, bonsoir, journaliste bien connu des Français, auteur d'une tribune qui a fait grand bruit, La gratitude d'un patient soigné pour un cancer, paru en septembre dernier dans le Figaro Vox. On va en parler avec vous. Michel Amiel, bonsoir, sénateur La République En Marche des Bouches-du-Rhône, vice-président de la Commission des Affaires sociales. Christophe Prudhomme, bonsoir, vous êtes porte-parole des médecins urgentistes hospitaliers de France. Et Jean de Kervasdoué, bonsoir. Et merci à vous également. Économiste de la santé, auteur de Qui paiera pour nous soigner, qui sort le 6 novembre prochain chez Fayard. Patrick Chêne, avant d'en venir au détail des réformes de la ministre, je voudrais qu'on revienne sur l'hommage que vous avez rendu à l'hôpital public dans cette tribune. Cessons de nous plaindre, avez-vous dit. Vous dites en cas de coup dur, la prise en charge est exceptionnelle. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui? Bien sûr. C'est des choses qu'on dit dans les dîners en ville. On dit toujours le personnel soignant, les infirmières, mais il faut être confronté à ça pour le vérifier. Donc je l'ai vérifié dans l'hôpital public, à l'hôpital Cochin et à Sainte-Catherine, un service d'oncologie à Avignon. Je n'ai rencontré que des gens formidables. Je pense que c'est des choses qu'il faut dire. J'aurais pu avoir un contre-exemple. J'ai vu beaucoup de monde parce que je suis resté assez longtemps, d'abord pour la chimio, puis pour l'opération. Donc ça, je le dis, il faut en être conscient. On a un personnel soignant exceptionnel. Une fois qu'on a dit ça, bon, c'est un peu angélique. J'ai une réaction un petit peu de journaliste également. Quand vous restez 15-18 jours dans un hôpital, vous voyez un peu ce qui se passe, vous discutez avec les gens. Et vous voyez les dysfonctionnements potentiels. Et là, vous apercevez que si vous grattez un petit peu... Alors, je vais faire une comparaison épouvantable avec ce que j'ai vécu avec mes postes de responsabilité à la télévision publique.
C'est-à-dire que lorsque vous êtes opérationnel à la télévision publique, vous utilisez votre énergie, vous, les gens qui font de l'antenne, ceux qui sont derrière l'écran, et vous avez des gens en face de vous, ils ne sont pas méchants. Mais simplement, il y a un système qui fait que l'administration, pour employer un grand mot, n'a pas confiance en les opérationnels. Moi, j'ai découvert ça alors que j'étais patron d'un grand service sportif qui était un des plus grands d'Europe, voire le plus grand d'Europe. Et j'avais en face de moi un contrôleur d'État qui était très gentil, mais qui me disait, on dépensait à l'époque 3 milliards de francs, et il me disait, oui, mais ça, oui, mais ça. Moi, je rendais mon budget nickel à la fin de l'année, mais on sentait quand même une petite suspicion. J'ai découvert la même chose dans l'hôpital public, et là, c'est beaucoup plus grave, parce que les émissions de télé, on en fait une de plus, une de moins, je pense pas que ça changera nos vies. Mais la santé des on patients, supprime des lits, on supprime des infirmières, on supprime des secrétaires, parce qu'on n'a pas vraiment confiance au grand patron qui va dire, il me faut vraiment tant de lits. Là, j'ai trouvé ça un petit peu excessif, donc j'ai essayé de gratter, et je m'aperçois qu'il y a une incapacité, en tout cas dans ce que j'ai vu, à discuter sereinement entre les politiques, les administratifs et les opérationnels. Peut-être les opérationnels, pardon de faire long, ont-ils tort? Peut-être que pendant certaines années, ils ont laissé les administratifs prendre le pouvoir parce qu'ils s'intéressaient aux malades et seulement aux malades. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire dans ce domaine. En tout cas, moi, j'ai senti une souffrance. Voilà, une grande souffrance des opérationnels face à ces décisions. On va revenir sur ce qu'a dit Agnès Buzyn, notamment dans le JDD, que vous avez probablement tous lu, cette interview. On a été quand même frappés par les mots qu'elle a utilisés. En tout cas, moi, j'ai été frappée. Par exemple, il y a une marge de manœuvre énorme pour faire des économies. Cette expression, marge de manœuvre énorme pour faire des économies, moi, m'a frappée, m'a interpellée. Est-ce que c'est aussi votre cas, Christophe Prudhomme? Non, moi je crois qu'on a un système qui dysfonctionne et que la question c'est pas de faire des économies, c'est de remettre le système en marche. Vous voyez, moi je travaille dans un département qui est la Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, il y a des personnes âgées qui peuvent rester à la maison parce qu'elles sont encore en bonne santé, mais elles n'ont plus de médecin traitant. Parce que leur médecin traitant est parti à la retraite ou est décédé. Et elles appellent le SAMU, le centre 15, pour qu'un médecin urgentiste vienne les voir. Et comme ce sont des gens, vous voyez, qui hésitent avant d'appeler, ben souvent ils appellent trop tard. Donc la question aujourd'hui, c'est de remettre des médecins en ville. Il faut plus de généralistes qui exercent différemment, qui exercent... Bah oui, il y a une solution qui est assez simple. Ça s'appelle les centres de santé. Et moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des médecins salariés dans ces centres de santé. C'est ce que souhaitent les jeunes. Ça résout le problème du tiers payant. Et ça résout le problème des dépassements d'honoraires, vous voyez, les médecins salariés. Et surtout, les médecins salariés, ils font que de la médecine, ils ne s'occupent pas de l'administration. Ils se préoccupent de comment fonctionne le système. Mais ce n'est pas eux qui font des codes, qui vont gérer le système, etc. Donc, si les médecins faisaient que de la médecine, on gagnerait du temps. Et surtout, la question est bien qu'on ait les bons professionnels au bon endroit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et là, ça permettrait de faire des économies. Michel Amiel, Agnès Buzyn parle de fermer des lits qui ne servent à rien. Où se trouvent ces lits qui ne servent à rien? Dans quels hôpitaux? Alors, l'expression, effectivement, est un petit peu forte. La fermeture des lits, c'est à deux niveaux que ça se situe. Ce qu'on appelait le virage ambulatoire. Il est évident que si des patients sont hospitalisés moins longtemps parce qu'on peut réaliser des actes, comme l'on dit, en ambulatoire, on fermera des lits. C'est dans ce sens qu'il faut voir les choses. Après, il y a des hôpitaux, des petits hôpitaux, dans des hôpitaux ruraux parfois, qui n'ont pas d'utilité en tant que tels. Ça ne veut pas dire qu'il faut les fermer purement et simplement. Et oui, attention. Ça veut dire qu'il faut faire évoluer leur mode de fonctionnement. Un petit On a hôpital... l'impression qu'elle pousse un grand coup de pied dans la fourmilière, Agnès Buzyn. Non, c'est pas le cas. Elle parle de révolution, elle-même. Oui, même mais si le elle parle de terme révolution douce. c'est le terme d'Emmanuel Macron, donc il est décliné dans le domaine de la santé. Un petit hôpital rural, je vais prendre un exemple caricatural, qui fait quelques appendicites et vésicules par semaine, c'est pas forcément un hôpital qui a un modèle viable sur le plan de la santé publique. En revanche, le faire évoluer vers des soins de suite, de réadaptation ou vers la médecine de proximité, tout à fait d'accord. C'est là peut-être qu'il faut fermer des lits et il faut prononcer le mot qui est moins dur mais qui me paraît, c'est le cas de le dire, plus pertinent, c'est la question de la pertinence des soins. Et elle le dit aussi d'ailleurs. Elle le dit, elle le répète, la pertinence des soins, c'est ce que disait mon confrère, c'est le bon soin au bon moment par le bon praticien. C'est vers ce système que l'on veut essayer d'évoluer. Jean Descartes-Doué, pour la ministre, on pourrait économiser 1 milliard d'euros en mutualisant les dépenses comme les achats de médicaments. Oui, alors il faut que nos téléspectateurs aient en tête les ordres de grandeur. Les dépenses d'assurance maladie, c'est 200 milliards. Donc,
Pour vous donner un ordre de grandeur, l'éducation nationale, c'est 68 milliards seulement. Donc 3 milliards sur 200 milliards, n'importe quelle entreprise vous dirait que 1,5%, c'est quelque chose qu'on peut régler sans trop de problèmes. Donc 1 milliard sur les médicaments mutualisant, peut-être. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que c'est une mesurette? Que c'est pas grand-chose? Non, mais encore une fois, je ne connote pas. Non, parce que mesurette est péjoratif. Donc je ne veux pas connoter. Nous prescrivons en France beaucoup et beaucoup trop de médicaments. Si nous étions... Et là, on parle bien des hôpitaux. Hein. Attendez, si nous étions... Oui, mais malheureusement, et comme diraient mes voisins, il y a une continuité des soins. Donc, un traitement, il commence à l'hôpital, il continue en ville. Donc, donc, si vous voulez, on dépense 270 € par habitant et par an, de plus que le Luxembourg, la Norvège ou d'autres. Ça fait 15 milliards d'euros. Donc, vous voyez, 1 milliard, c'est pas beaucoup. Mais avant ça, je voudrais dire 2 ou 3 choses très, très simples. Un, on a un très, très bon système de santé, probablement le meilleur système de chirurgie du monde. 2, il est très hétérogène. C'est-à-dire, vous avez eu la chance d'aller dans de très bons endroits, aussi bien à Avignon qu'à Paris. Mais pour il y a une grosse disparité entre les considérable. Et le problème n'est pas l'inégalité de l'accès aux soins, comme disait le précédent gouvernement. Le problème, c'est l'inégalité des soins. C'est-à-dire que selon l'endroit où vous êtes soigné, la différence, c'est la vie et la mort. Hein. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et donc, dans ce que dit Mme Buzyn, je pense que je partage son point de vue. Mais par ailleurs, je termine. On a un système qui coûte en gros 40 milliards de plus que la moyenne des pays comparables. 40 milliards, donc pas un, donc oui, beaucoup. Et pour une raison simple, c'est qu'on choisit toujours le plus cher. L'hôpital plus que la ville, les spécialistes plus que les généralistes, les médecins plus que les infirmières, et par ailleurs, on prescrit beaucoup. Et donc, dans ce que vous avez dit, je partage tout à fait ce point de vue, on ne résolvera le problème de l'hôpital que si on traite le problème de la médecine de ville d'abord. Alors, avant de vous laisser réagir, je voudrais qu'on vienne sur l'un des gros points noirs de l'hôpital public, c'est son système de financement. Il y a ce sigle qu'on a entendu dans la bouche d'Agnès Buzyn, qui est le T2A, que moi j'ai découvert personnellement dans le journal du dimanche, c'est la tarification à l'activité. C'est moi qui suis à l'origine de ça. Donc. En gros, les ressources des hôpitaux sont calculées en fonction du nombre d'actes qu'ils pratiquent. Donc, si plus vous êtes productif, en gros, plus vous rapportez d'argent à votre établissement. Pour le professeur Grimaldi, le système est pervers. Écoutez. On a poussé l'hôpital comme si c'était une entreprise qui devait vendre de plus en plus, faire de plus en plus d'activités. Ce qui est absurde. Il faut de l'activité utile, pas de l'activité rentable. Patrick Chêne ? Moi, ça me choque. Enfin, il y a plusieurs choses qui m'ont étonné. La ministre, que je ne connais pas, que je respecte évidemment, dit dans sa tribune il faut économiser 25%. Dans le journal du dimanche... C'est parce qu'elle a dit. Elle a dit qu'il y avait 25% des soins qui étaient inadaptés, ce qui est probable. Oui, et après, mais de là à faire ce 25% d'économie... Il y a quand même 5% d'écart, donc il y a 10 milliards on jongle avec 10 milliards, puisqu'après elle dit qu'il faudrait dépenser 30% de moins. Ce qui m'a un peu étonné, qu'il y avait 30% d'actes, etc. Moi, il y a 2-3 choses. Je pense aux patients moyens que je suis. Je lis, il faut favoriser l'ambulatoire. Évidemment. C'est formidable. Mais qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que les médecins ne prennent pas les bonnes décisions. Donc il faut les forcer, parce que les médecins ne sont pas compétents. Ils choisissent de garder quelqu'un 3 jours alors qu'il faudrait faire en ambulatoire. Sont-ils incompétents? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a un risque à laisser sortir un patient trop tôt? J'aurai un exemple à vous donner ensuite. Opération inutile. Moi, quand je dis opération inutile, pardon, je suis un expert dans d'autres domaines, mais dans ce domaine, dans votre domaine, je ne suis pas expert du tout. Je suis, un consommateur. On est obligé de faire confiance. Alors, j'entends et je lis qu'il y a des opérations inutiles dans notre pays. Donc, je me dis, les médecins sont vraiment nuls. Et puis, la troisième chose que je lis, c'est qu'il y a des actes qui sont faits 2 fois. Oui. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais c'est pour ça que je parle de cette tarification, de ce système de lire ça. C2A. Attendez, on va peut-être laisser... Mais il faut expliquer ce que c'est. Il faut bien le dire. Le problème de... Non, madame, non. Vous n'avez pas expliqué ce que c'était. Alors, on va peut-être le laisser expliquer. Je voulais revenir sur le problème des lits, parce que le problème des lits aujourd'hui... Oui, moi, je suis médecin urgentiste. Aujourd'hui, nous expliquer qu'il faut fermer des lits à l'hôpital. Il faudra que la ministre, elle vienne cet hiver dans nos hôpitaux et expliquer aux personnes âgées qui sont sur des brancards pour lesquels on ne trouve pas de lit qu'il faut encore fermer des lits. Il arrive à un moment donné, vous voyez, même le président de la Fédération hospitalière de France, qui est la représentation institutionnelle des hôpitaux, dit c'est très bien si on ferme des lits de chirurgie parce que si on peut ne pas passer trop de temps à l'hôpital pour une opération, c'est très bien pour tout le monde. Mais ça, c'est la médecine technique du XXe siècle. Au XXIe siècle, on a une population vieillissante et quand les gens ont besoin d'être hospitalisés avec le diabète, l'hypertension, etc., ils ont besoin d'un lit où on les garde. Et de dire qu'on va faire de l'ambulatoire. Vous savez, l'ambulatoire, c'est quoi? Aujourd'hui, les projets d'hôpitaux avec l'ambulatoire, c'est qu'on diminue le nombre de lits dans l'hôpital et on fait un hôtel en face.
Et quand les gens sont à l'hôtel, on appelle qui? Quand ils ont un problème, le SAMU. Donc c'est pas forcément la bonne solution. Jean Descartes-Varsdouet, encore une fois, je suis d'accord, mais ça dépend où. Mais, la tarification, le système en deux mots, T2A. non, si vous voulez, en 2 mots, quel était le système qui existait avant? On payait les hôpitaux en fonction de 2 critères, le nombre de journées. Donc plus vous restiez longtemps, plus vous aviez d'argent. C'était un forfait annuel, hein? Non. Avant le T2A. Non, ça aussi, c'est moi qui suis à l'origine de ça, le budget global. Non, avant, le budget global. Avant, c'était un système de paiement à la journée. Et un système qui était fonction de l'acte, de la gravité de l'acte. Donc on avait un mélange de système à la journée et l'acte. Bon. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Attendez. Non, mais il faut être clair. Écoutez, madame, malheureusement, il y a des sujets, on est obligé d'expliquer, même si c'est pas très télévisuel, mais voilà. Donc ensuite, on est passé, et quand j'étais le patron des hôpitaux de ce pays, on est passé à la dotation globale. Ça, c'est en 83. Donc on donnait une somme forfaitaire à un hôpital en fonction de ce qui avait été fait avant. Mais la question est de savoir comment on la calcule, cette dotation globale. Au pifomètre, on doit mouiller à l'historique, etc. Donc on est obligé d'avoir un indicateur de mesure de ce que font les médecins. Et donc il y a un système mondial qui a été inventé par un de mes amis américains et que j'ai adapté à la France, qui est un système de classement des séjours hospitaliers pour définir ce que vaut une prothèse totale de hanche, une cataracte, etc. Alors, soit vous vous en servez pour calculer une dotation globale, soit vous vous en servez totalement à l'activité. Alors, aujourd'hui, on a un système qui est mélangé avec des dotations pour les urgences et un système à l'activité. Ce que propose Madame la Ministre, c'est sûrement pas de faire disparaître le paiement à l'activité, c'est d'augmenter la partie forfaitaire. De bonus. J'ai lu qu'il y a un système de bonus. Alors ça, c'est autre chose. Ça me choque. Bah oui, ça me choque. Vous allez m'expliquer techniquement ce que c'est. Mais moi, quand on parle de bonus pour un hôpital, quand je suis, moi... Même d'intéressement. Voilà, moi je me dis où on va, quoi. Je ne sais pas ce que c'est. On ne veut pas sanctuariser ce domaine. En fonction de la qualité. Juste un mot tout de même de cette tarification que vous êtes en train de nous expliquer. Ce qu'on apprend notamment dans le journal du dimanche, c'est qu'un hôpital préfère faire 25 séances de radiothérapie à une patiente atteinte d'un cancer du sein plutôt que 15 séances un petit peu plus fortes parce que ça lui rapporte plus. Parce que l'hôpital est rémunéré à l'acte. C'est ça la réalité aujourd'hui ou je mens? Il y a des malades rentables et des malades non rentables. Quand M. Descartes-Varsdouet dit qu'il a été chercher ce système aux États-Unis, effectivement, ils l'ont mis en place avant nous dans les pays anglo-saxons. Et au moment où ils se rendaient compte qu'il y avait des effets pervers, on l'a mis en place chez nous. Et maintenant, on se rend compte qu'il y a effectivement des effets pervers. Donc c'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. Il faut un autre mode de financement. Si on prend pour exemple les pays anglo-saxons en matière de médecine et surtout de confort du patient, je pense qu'on est mal barré. Je vous donne juste un exemple. Alors, pardon, je vais raconter mon histoire personnelle. J'ai subi donc une chimiothérapie et j'arrive, on m'avait raconté que la chimiothérapie, ça se faisait en ambulatoire la plupart du temps. Donc j'arrive à Union, je me dis je vais sortir ce soir et on me dit voilà, vous allez rester 2 nuits. Et comment? Et je râle. Je dis non, moi je rentre chez moi. Et on m'explique que parce qu'on est en France, eh bien, on décide de nous protéger. C'est-à-dire que les produits qu'on me mettait étaient tellement toxiques, mais pas enfin moi je dis qu'ils ne guérissent plus qu'ils étaient toxiques. C'est une petite parenthèse, on parle trop des effets secondaires négatifs. N'oublions pas que ça nous soigne, que ça nous guérit en l'occurrence. Mais on me dit vous allez rester 3 jours, donc 2 nuits. Je me dis déjà pour l'hôpital. Et un jour, une infirmière m'explique, elle me dit, ben voilà, on vous garde tout simplement, alors que la chimiothérapie, on l'a fait en 2 heures ou 3 heures, parce qu'on vous met un produit, je ne vais pas les citer parce que je ne suis pas un spécialiste, et qui fait qu'ils vont pouvoir faire du mal à vos reins. Moi, je parle comme un patient. Ah bon? Oui, et croyez-moi, si vous étiez aux États-Unis, me dit cette infirmière, vous resteriez 2 heures, il n'y a pas de problème, vous rentreriez chez vous. Mais nous, on vous protège, on vous met en hydratation pendant 2 nuits pour que vous sortiez et que vos reins sortent intacts de ce traitement. Alors, si on veut faire de l'ambulatoire, c'est facile. On me renvoie à la maison et puis on me fait boire de l'eau minérale. Si vous permettez, je vais reprendre l'exemple de l'insuffisance rénale provoquée par une chimiotoxicité qui effectivement existe avec dérivés du platine, enfin peu importe. Cisplatine, je connais tous les noms, mais je peux pas. Oui, mais nous on les connaît pas. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. La prise en charge ambulatoire peut être une bonne prise en charge. Elle peut être une bonne prise en charge. Et je rajoute un point quand même. Quand vous dites on est mieux protégé parce qu'on reste à l'hôpital suite à un traitement. Rester à l'hôpital, c'est aussi augmenter, excusez-moi des mots techniques, la iatrogénicité. La iatrogénicité, c'est le risque pour un patient hospitalisé d'attraper une maladie nosocomiale. Donc je veux dire, il ne faut pas opposer la médecine ambulatoire contre la médecine où on reste à l'hôpital. On est simplement en train de dire que la médecine ambulatoire peut avoir des avantages sanitaires et aussi des avantages économiques. On parlait de fermeture de lits. Effectivement, si on reste moins longtemps, on fermera des lits. Et la tarification à l'acte, j'y venais. Pour revenir à la tarification à l'acte, je ne suis pas d'accord sur le fait de dire qu'elle est perverse.
elle peut déboucher effectivement sur des effets pervers. C'est pas du tout la même chose. L'hôpital, quelqu'un l'a dit, ce n'est pas une entreprise. Il peut y avoir des déviances, j'emploie le mot à bon escient, des déviances dans le sens que vous évoquiez, c'est-à-dire de choisir certains actes parce que, je vais prononcer le gros mot, ils sont plus rentables que d'autres parce qu'ils rapportent moins d'argent. C'est ça que Agnès Buzyn veut corriger. Il ne s'agit pas de jeter, c'est pas comme la règle, on dit. selon vous. C'est pas ça qui est devenu la politique des hôpitaux. Le directeur d'hôpital nous explique aujourd'hui que nous sommes des producteurs de soins et on passe notre temps en réunion aujourd'hui non pas à améliorer la qualité des soins, mais à discuter du déficit de l'année qui vient de se passer, des économies qu'on doit faire dans l'année en cours et des économies qu'il faudra faire l'année suivante. Donc les médecins sont devenus des gestionnaires ou pas? Donc ça, effectivement, ça énerve beaucoup à l'hôpital. Alors Jean-Luc Amassoui. J'ai senti cette souffrance à Il faut entendre ce qu'on dit en tant que professionnel. Écoutez, ne soyons pas caricaturales. Ne soyons pas caricatural. Il faut remettre du médical dans le fonctionnement hospitalier. Ne soyons pas caricatural. C'est ce qu'avait dit Macron pendant la campagne. Remettre du médical au sein du fonctionnement hospitalier. Accepter l'idée... Alors là, je vous rejoins complètement. En ville, le médecin de ville, que j'ai été pendant 35 ans, doit dégager du temps médical. À l'hôpital, un chef de service, ce n'est pas une franche nouveauté, ou un directeur de pôle, quand il y a eu l'évolution avec la création des pôles hospitaliers, doit participer de la gestion. À un moment donné, cette gestion, il y a eu la loi HPST, la loi Bachelot, a été confisquée, effectivement, et on s'aperçoit que le directeur d'hôpital devient, en matière de gestion, tout puissant. Beaucoup plus, vous en serez d'accord, que le président de la CME, qui est son binôme. Alors, Jean-Luc Amassoui, en quelques secondes, parce qu'après, je voudrais qu'on regarde une séquence éclairante. Trois choses. Un, la règle, c'est le paiement à l'acte. Tous les médecins de ville sont payés à l'acte. Et ça, c'est une erreur. Attendez, encore une fois. Inflationniste. D'accord, en tout cas, il nous explique la règle générale, c'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est ça. Un, c'est depuis 1930. Donc, est-ce que le paiement à l'acte est adapté pour tout? La réponse est non. Est-ce qu'il est bien géré? La réponse est non. Et il y a des problèmes à l'hôpital aussi. Mais il faut bien que les Français comprennent qu'on ne parle pas comme ça in abstracto. On parle de leur argent. C'est-à-dire que nous, tous les Français, on travaille tout le mois de janvier, toute sa vie, jusqu'au 2 février, pour payer nos cotisations à l'assurance maladie. Donc, si vous voulez, on ne peut pas dire qu'il y a un truc abstrait qui s'appelle la Sécu qui paiera, c'est nous, les Français, qui payons. Donc, quand on a la charge des hôpitaux de ce pays, comme je l'ai eu, c'est 70 milliards pour le public, 20 milliards pour le privé, on fait bien entendu très attention à la manière dont est utilisé cet argent, parce que vous, comme moi, et comme tous les gens qui nous écoutent, travaillent pour ça. Donc, il ne faut pas avoir de position caricaturale et simpliste. Si le salariat n'est pas généralisé, c'est parce que ça a beaucoup d'inconvénients. Les centres de santé, la mutualité en a eu beaucoup, elle a perdu énormément d'argent avec ses centres de santé. Donc quel est le système adapté? Il y a un débat mondial sur ces sujets. Alors le système... le malade au centre de mais ça. bien sûr que oui. Le débat mondial, l'Organisation mondiale de la santé dit que le meilleur système, c'est le centre de santé avec des médecins, des infirmières et pas une rémunération à l'acte, avec des gens qui sont salariés et qui pensent avant tout à soulager la souffrance du patient plutôt qu'à équilibrer le budget. C'est ça qui nous choque, nous, en tant que soignants aujourd'hui. Et le système actuel a aussi une incidence sur les personnels hospitaliers. Eux se disent débordés et souffrent d'une détérioration du lien avec le patient. Je vous propose de regarder cette séquence tournée par notre journaliste Sandra Cerquera à l'hôpital de Riom, en Auvergne, dans le service gériatrique. C'était en mai dernier. Regardez. Au service gériatrie, chaque passage dans une chambre peut prendre du temps, mais du temps, elle dit ne plus en avoir, avec le sentiment parfois d'être à la limite de la maltraitance. Je penserais un petit peu plus, effectivement. Ça améliorerait les conditions, on ne serait pas dans cette recherche, je dirais, presque de rentabilité. On est sur la technique, l'aspect médicamenteux, l'aspect soignant, le soin de base. Mais du coup, le relationnel, c'est l'aspect humain, ça se perd un peu, c'est dommage. Dans le métier qui est censé quand même être sur l'humain. Michel Amiel, Agnès Buzyn veut un hôpital d'excellence et de haute technicité. Est-ce que c'est compatible avec l'aide au personnel qui semble à bout? Alors ça, on ne va pas nier une réalité qui est les difficultés du personnel en milieu hospitalier. C'est dû à un certain nombre de raisons. D'abord, l'évolution des mentalités.
Là, il y a une enquête de l'adresse qui vient de sortir. Les agressions dont font l'objet une bonne partie du personnel, c'est quelque chose, il y a 40 ans, je ne dis pas que ça ne se voyait pas, mais en fait, c'était tout à fait marginal. Et il y a une police aux urgences qu'on ne connaissait absolument. pas. Quand on voit des gardes avec des chiens à l'entrée de l'hôpital, moi, il y a 40 ans, je ne voyais pas ça. C'est un peu simple, c'est pas les agressions, vous savez, c'est la pression au quotidien, la rentabilité, ça il y a également une pression au quotidien. Il y a une pression au quotidien. Les agressions, c'est pas ce qui nous embête. Allez, je vais balancer un pavé dans la mare. Hein. Les 35 heures n'y sont pas pour rien. À un moment donné, on sait très bien. Personne ne fait 35 heures à l'hôpital. On sait très bien. Personne ne fait 35 heures aujourd'hui. Tout le monde fait les heures sup pour que le système fonctionne parce qu'on n'est pas assez nombreux. Justement. Et on n'a pas les 35 heures qui ont été à un moment donné mises en place au niveau de l'hôpital, ça n'a pas été fait d'une façon à droite. Et ça a généré un certain nombre de choses difficiles. Bon, aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a quand même un équilibre financier. On parlait donc de 200 milliards à respecter. Alors, on ne va pas rentrer dans une querelle de chiffres. Il est évident que s'il y avait sur les actes qui ne sont pas pertinents, je préfère employer des mots pas trop violents, s'il y avait une économie comme la ministre l'a laissé entendre, mettons 30%, puisque c'est le chiffre qu'il y avait dans le journal du dimanche, on arrive à 60 milliards. 60 milliards, c'est le budget de l'hôpital public. Alors, sans doute, le chiffre est-il un peu fort, et en tout cas, on ne peut pas y arriver comme ça en 5 minutes. Alors, ça, c'est certain. La ministre demande, effectivement, veut installer un système de bonus, d'intéressement pour les hôpitaux qui rempliront les objectifs de qualité et de pertinence des soins. Comment on juge de la qualité et de la pertinence des soins? Le but, de toute façon, c'est de guérir le patient. La haute autorité de santé. On le fait assez bien, madame. Quand vous regardez, par exemple, la pratique de la cardiologie en France, vous voyez que les dépenses de cardiologie par habitant, selon le département, écoutez-moi bien, varient de 1 à 9. Quand vous voyez ce qui arrive à un malade quand il a un infarctus du myocarde, donc vous avez en gros la carte de la pauvreté. L'infarct, c'est la carte de la pauvreté, et ça varie de 1 à 2 par département. Alors vous voyez ensuite, vous regardez ensuite comment ils sont pris en charge. Donc est-ce qu'on fait des pontages ? Ou est-ce qu'on fait aujourd'hui les techniques de cardiologie interventionnelle? Et vous voyez que vous avez des différences considérables d'un département à l'autre, puisque alors que vous devriez avoir des variations de 1 à 2, vous avez quelquefois des variations de 1 à 30. Si vous habitez Nantes et que vous êtes insuffisant rénal chronique, vous avez 6 fois plus de chances d'être transplanté que si vous habitez Strasbourg. Donc on voit bien qu'il y a une hétérogénéité des pratiques qui est considérable, que l'on commence à bien reconnaître grâce à la T2A, parce qu'on a un indicateur précis d'activité de tous les hôpitaux. Il nous reste une minute pour conclure ce débat. Et donc on commence à mesurer des indicateurs de qualité. Oui, vous savez, les indicateurs de qualité, vous savez, on nous demande de faire des économies. Nous, on a une proposition qui est assez claire. L'hôpital aujourd'hui paye un impôt qui s'appelle la taxe sur les salaires. Ça représente 12% des salaires, c'est 4 milliards d'euros. On pourrait supprimer cet impôt. Et ça permettrait de créer 80 000 emplois à l'hôpital public et dans les maisons de retraite. On a préféré supprimer l'ISF. Nous, on aurait préféré qu'on supprime un impôt qui est injuste, qui est prélevé sur les hôpitaux. Donc, vous voyez, le problème aujourd'hui, c'est ce qui nous étouffe les professionnels de santé. On n'en peut plus. C'est qu'on nous demande des économies en permanence et surtout qu'on maltraite les patients, comme le disait cette aide-soignante, parce que 8 minutes pour faire la toilette, quand vous avez un cadre qui vous explique que vous avez 8 minutes pour faire la toilette d'une patiente ou d'un patient qui est grabataire, eh bien c'est de la maltraitance. Et ça, c'est de la gestion dont on ne veut plus. Et de nous parler en permanence d'économie, eh bien ça irrite et ça met le personnel soignant en colère. Votre dernier mot de conclusion, Patrick Chêne. Moi, je dis que les gens qui ont des moyens bien au-dessus de la moyenne, ce qui a été mon cas longtemps, pourraient payer un petit peu quand ils sont hospitalisés. On pourrait aussi faire une répartition un petit peu plus juste, on va dire juste. Oui, équitable. Et moi, ça m'aurait pas choqué. J'ai dit beaucoup de choses pendant plusieurs mois. J'ai toujours sorti ma carte vitale. J'ai jamais sorti ma carte bleue. Et l'idée est lancée. Je pense qu'on pourrait peut-être changer ce modèle-là. Pas pour les gens qui gagnent 3 000 euros, qu'on appelle des riches aujourd'hui, ou 4 000 euros. Pour les gens qui les gagnent vrais riches. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, c'est le match des idées avec nos deux communicants, Marie-Virginie Klein et Philippe Moreau-Chevrolet. Nous allons notamment revenir sur ce bureau politique LR qui discute de l'exclusion de 5 membres et pas n'importe lesquels, des figures fortes de la droite française, parmi lesquelles l'actuel Premier ministre Édouard Philippe. Cécile Sixou revient sur les longs mois de tension qui ont précédé ce verdict. Ils ont grandi dans la famille des Républicains et pourtant ils ont choisi de suivre en mai dernier Emmanuel Macron.
Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, Bruno Le Maire, Thierry Solère et Franck Riester sont devenus en 5 mois les acteurs d'un feuilleton qui anime une droite qui ne sait pas quoi faire de ses infidèles. Si Bruno Le Maire a réglé son cas en quittant lui-même le parti au moment des législatives, le sort des autres a mis en lumière les dissensions au sein de la famille des Républicains. En juillet dernier, lors d'un bureau politique, un clan emmené par Laurent Wauquiez a plaidé pour les mettre dehors sans ménagement, quand d'autres, comme Christian Estrosi, ont préféré le maintien au sein de la famille. Une famille politique qui poursuit désormais sa longue marche d'une reconstruction où beaucoup reste à faire. Avec moi sur ce plateau pour ce match des idées, Marie-Virginie Klein, bonsoir, conseillère en communication du cabinet Tilder, Philippe Moreau-Chevrolet, professeur en communication politique à Sciences Po et président de MCBG Conseil. Merci à tous les deux. En termes d'image, ces procédures d'exclusion, qu'elles aboutissent ou qu'elles n'aboutissent pas, est-ce que finalement ça ne porte pas plus atteinte au parti Les Républicains qui passerait ou qui passe pour un parti sectaire? Marie-Virginie Klein. Alors on ne sait pas encore quelles seront les décisions prises, mais effectivement le risque que les Républicains passent pour un parti sectaire est très fort, d'autant que les rumeurs, en tout cas jusqu'à présent, disent qu'on va sûrement aller vers l'exclusion. Et dans tous les cas, les Républicains tombent un peu dans le piège qui leur est fatalement posé par les constructifs et puis indirectement aussi par le gouvernement de passer pour un parti sectaire ou peut-être même un peu extrême. Donc oui. Philippe Moreau-Chevrolet. Disons que ça clarifie les choses, c'est-à-dire que les constructifs... Alors vous voyez le côté positif, c'est qu'à la limite ça clarifie la ligne du parti. Je vois le côté positif sur le long terme. Sur le court terme, je suis d'accord, les Républicains ne peuvent être que perdants. Ils sont perdants s'ils excluent, ils sont perdants s'ils n'excluent pas. S'ils excluent parce qu'ils sont sectaires, s'ils n'excluent pas parce qu'ils sont faibles. Donc dans les deux cas, ils perdent. Moi, je préfère à tout prendre l'exclusion parce qu'au moins, on dira aux constructifs, voilà, vous êtes clairement auprès d'En Marche, vous faites partie de la majorité, vous n'êtes pas dans l'opposition et la seule vraie opposition, c'est nous, peut-être derrière Laurent Wauquiez, mais en tout cas derrière un leader qui va clarifier la position. Alors, oui, pardon. Non, en termes de communication, juste pour poursuivre sur cette image de sectarisme, ce qui est assez malin de la part des constructifs, c'est qu'en fait, ils ne démissionnent pas, ils ne partent pas d'eux-mêmes, mais ils attendent de se faire exclure. On pense tous que la conclusion sera là, ils seront exclus, mais ils attendent que ça vienne du parti et que donc ce soit le parti qui fasse. Pour se poser en victime, vous voulez dire? Pour se victimiser et puis aussi pour faire passer le parti LR pour des sectaires et pour dire, vous voyez, c'est eux qui ont choisi. Et puis pour essayer de prendre le maximum de force à LR en partant, parce que c'est plus facile quand on est victime d'agréger les gens autour de soi que quand on est finalement ceux qui partent et qui sont comme Florian Philippot, un peu des déserteurs. Donc il vaut mieux se faire virer. Alors, c'est intéressant que vous disiez cela parce que justement, ici, cette séquence servait même les intérêts, notamment d'Édouard Philippe, en termes d'image. Regardez, cette séquence issue de l'émission Au Tableau qui sera diffusée le 5 novembre prochain sur C8. Regardez. Noah. Elles sont comment, vos relations avec les Républicains? Elles sont variables. C'est-à-dire que j'ai encore, heureusement d'ailleurs, plein de copains dans le parti Les Républicains, mais j'aime pas ce qu'ils sont en train de devenir, parce que je trouve qu'ils sont de plus en plus à droite. Vous soutenez qui pour la présidence du parti? Personne. Non mais personne, c'est leur truc, quoi. Je vais pas voter, ils veulent me virer. Donc. Voilà, c'est une séquence intéressante, c'est un peu ce que vous disiez, Marie-Virginie. Là, le beau rôle, finalement, ils se victimisent, c'est eux qui me virent, et puis ils sont de plus en plus à droite. Il y a du message là-dedans. Il y a du message, il y a un message un peu aussi de passivité. Quand on regarde, finalement, il ne prend pas position. Il dit, de toute façon, c'était mes copains, ça ne sont plus mes copains, et ils vont me virer. Donc, ils se victimisent totalement. Et tout se passe comme si tout le monde était certain qu'ils allaient être exclus. Peut-être aurons-nous une surprise, et peut-être les Républicains ne prendront pas parti, et d'ailleurs ce serait totalement ce qu'ils auraient intérêt à faire, c'est-à-dire de dire, écoutez, chacun prend ses responsabilités et chacun part ou chacun reste, plutôt que d'exclure. Et cette émission, Au Tableau, qui a eu un succès pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait fait un carton, de toute façon ce type d'émission dans lesquelles on parle à des enfants, on parle doucement et donc on se rend très sympathique, est extrêmement positif en termes d'image. Oui, sur l'émission, il n'y a aucun doute, c'est positif en termes d'image. Après, moi je trouve que les Républicains ont quand même intérêt à clarifier. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils repartent en campagne, les Républicains. Pour les prochaines échéances, il y a les européennes, il y a les municipales en 2020 ou 2021. Ils ont besoin de reconstruire un appareil. Et on ne peut pas le faire avec des Thierry Solère à l'intérieur. C'est compliqué, parce que ce sont des gens qui sont en même temps là et pas là. Et contestés, du coup. Qui sont contestés, qui vont constamment rendre floue la ligne idéologique. Par contre, ce que dit déjà le Premier ministre, c'est la future ligne
ligne des macronistes. C'est de dire, nous, on est peut-être à droite, c'est vrai, on a des mesures libérales, mais on est aussi à gauche. Et regardez, eux, ils sont très, très, très à droite. Donc, eux, c'est vraiment quasiment le Front National. Alors, c'est intéressant que vous parliez de la suite, parce que la prochaine grande actualité des Républicains, c'est l'élection du président du parti. A priori, pas de suspense, hein, nous sommes d'accord, c'est Laurent Wauquiez qui devrait l'emporter. Pourtant, ils vont essayer de créer l'événement. Ça, c'est dans leur intérêt, aussi en termes d'image, la médiatisation. Et je pense, par exemple, à des candidats un peu méconnus, comme Florence Portelli. C'est tout bénef, une médiatisation autour de cette élection du président du parti, ou pas? Alors c'est à double tranchant parce que pour avoir du pouvoir, un président doit être élu avec une très forte majorité. Donc si les Florence Portelli, les Maëlle de Calan, les candidats un petit peu moins connus font un score plus fort qu'à l'accoutumée, ça sera pas si bon puisque les Républicains, il faut le dire, sont quand même en phase de reconstruction et qu'un président nouvellement élu ne peut pas construire sur une base qui n'est pas forte. En revanche, c'est vrai que montrer la diversité, montrer que la droite n'est pas que la droite wauquiésienne, mais c'est aussi une droite plus modérée, c'est possible, même si les constructifs sont exclus ce soir, ils auront beaucoup de mal à dire qu'il reste une partie modérée à droite. C'est un point de non-retour, je pense. S'ils excluent les constructifs, ils se dégagent complètement de l'accusation d'être macronistes. C'est vrai que du coup, des candidats comme Maëlle de Calan, par exemple, qui sont un petit peu entre Macron et la droite Wauquiez, vont avoir du mal à continuer à être au sein du Parti des Républicains. C'est vrai que ça va devenir compliqué. En même temps, moi, je crois beaucoup que ça va servir, cette élection peut servir de redémarrage pour la droite. C'est-à-dire que je ne crois pas durablement à une anesthésie du paysage politique sans opposition, sans parti à droite ou à gauche qui essaie d'exister, avec uniquement un dialogue entre En Marche et les Insoumis. Il y a quand même une histoire politique assez lourde dans le pays qui va vers cette polarisation. Je ne crois pas qu'elle puisse être durablement limitée. Voilà. En tout cas, ils sont quand même à un point de non-retour, c'est-à-dire que, comme le dit Gilles Boyer dans un de ses tweets, on verra enfin si les Républicains restent la droite UMP chiracienne ou si... 3 petits points. Les 3 petits points voulant dire une droite, pour pas dire extrême droite, une droite très comment dire, radicale. Là, il va quand même y avoir un point de non-retour et les Républicains risquent de changer de catégorie. Et en tout cas, la droite s'est quand même largement laissée séduire par Emmanuel Macron. On va regarder ensemble ce sondage IFOP pour le Journal du Dimanche, publié donc dimanche dernier. Si le premier tour de la présidentielle se rejouait aujourd'hui, écoutez bien, le chef de l'État améliorerait son score, plus 4 points. Marine Le Pen resterait 2e, stable. Jean-Luc Mélenchon, 3e, en reculant un petit peu de 2 points. Et surtout, regardez, François Fillon qui reculerait très nettement de 5 points. On n'arrête pas de dire qu'Emmanuel Macron a une faible cote de popularité, qu'il est le président des riches. En attendant, ça semble payer auprès de l'électorat de droite. Est-ce que ça veut dire que Emmanuel Macron doit rester ce président des riches? Ça paye électoralement? Alors le président des riches, non, parce que ça, durablement, ça peut l'atteindre et ça peut l'empêcher d'être réélu. Même auprès d'un électorat de droite. On n'a pas besoin que de l'électorat de droite pour être réélu. Il y a quand même une logique dans le pays. Il faut essayer de mordre un petit peu à gauche. Il faut quand même... Ce sera difficile d'être le président des riches et de se faire réélire, pour être clair. Ça a coûté beaucoup de points à Nicolas Sarkozy d'être associé majoritairement à l'argent. Maintenant, il y a une réalité qui est qu'on repolarise la vie politique. On revient vers une clarification. Et depuis qu'on a fait ça, depuis que Macron finalement a un programme clairement libéral qu'on peut qualifier de droite et une politique dans ce sens-là. Vous êtes clair au moins. Non, mais pour le moment, c'est ça. Pour le moment, c'est ça. Ils annoncent des mesures de gauche, mais on les a pas vues. Donc pour la majorité de l'électorat de droite, bah oui, ils se reconnaissent totalement là-dedans. Et Macron a par ailleurs beaucoup travaillé sa présidentialité, l'autorité qu'on lui reconnaît tout à fait. Donc, et ça marche auprès de l'électorat de François Fillon. Oui, ce qui va être difficile pour lui, c'est de ressortir de ce positionnement à droite. Et c'est ça où le piège de président des riches peut se refermer. Il n'a pas du tout communiqué pendant l'été ou très mal. Et du coup, les gens ont codé son image de cette façon-là. Et pour en sortir, ça va être compliqué. Et c'est pour ça qu'il est un peu embarrassé si la droite se recompose, parce qu'il va y avoir finalement 2 droites. Une droite libérale et une droite non libérale avec Wauquiez. Et ça, c'est toute l'histoire de la droite qu'on retrouve. Il n'a pas du tout, lui, Macron, intérêt à se laisser enfermer là-dedans. Marie-Virginie Klein, si vous deviez conseiller Emmanuel Macron, est-ce que vous lui diriez reste sur ce positionnement à droite, libéral, parce que ça paye? Alors, dans l'état actuel des choses, moi, je lui dirais qu'il a fait jusqu'à présent le bon choix, c'est-à-dire qu'on n'a plus de FN.
Et tout est à parier que Wauquiez sera élu et que donc on aura une droite qui sera très à droite. À côté, on a Jean-Luc Mélenchon, dont le succès est croissant, qui a des initiatives, notamment en matière de communication, qui sont en progression énorme. Donc l'espace à occuper pour Emmanuel Macron, c'est l'espace centre-droit, centre-gauche, celui qu'il occupe très bien. Alors il sera, de toute façon, il a deux ennemis. Il a Wauquiez et il a Macron, à mon sens. Il a Wauquiez et il a Mélenchon. Mélenchon ne va pas lui faire de cadeau et on voit bien même que dans l'électorat de gauche un peu extrême, il se dirige vers Mélenchon. Donc pour moi, ce sera un combat perdu d'essayer de se gauchiser. D'ailleurs, il a essayé de le faire pendant son interview présidentielle, il a essayé de le faire ces derniers jours et le résultat, c'est que dans les sondages, il baisse et notamment, il baisse chez les sympathisants de droite. Oui, c'est ça. Donc. Alors, autre sujet que je voudrais évoquer avec vous ce soir, cette fois, cela concerne Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique et des Solidarités. Est-il vraiment à sa place après le CETA? Voilà qu'il est obligé d'avaler une autre couleuvre, c'est le renouvellement par l'Europe de l'autorisation du glyphosate. Sa position est-elle tenable? Élément de réponse avec Jérôme Rabier. Parfois annoncé sur le départ du gouvernement, Nicolas Hulot est pourtant au combat sur ces dossiers. Néonicotinoïdes, états généraux de l'alimentation, indépendance énergétique ou encore interdiction à court terme du glyphosate. Le vote du Parlement européen en faveur d'une interdiction d'ici 5 ans de ce pesticide produit par Monsanto a dû lui mettre du baume au cœur. Et le ministre de la Transition écologique préfère regarder ses succès plutôt que ses échecs. Moi, je le vois aussi le verre à moitié plein. Je vois tout ce que j'ai obtenu depuis qu'on est là quand même. Et taper du poing sur la table médiatiquement, on peut le faire tous les matins. Ça participe au show, c'est très bien. Enfin, vous savez, c'est 7 jours sur 7, 18 heures sur 24 qu'on essaie d'obtenir des arbitrages. Et on en obtient honnêtement beaucoup sur beaucoup de sujets. Mais Nicolas Hulot a aussi dû apprendre à réfréner ses ardeurs après avoir annoncé la nécessité de fermer 17 réacteurs nucléaires d'ici 2025 pour respecter la loi sur la transition énergétique. On ne l'a plus entendu sur le sujet. Mais c'est l'arbitrage sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, prévu en décembre et auquel il est farouchement opposé, qui pourrait être le juge de paix de son maintien au sein du gouvernement. Très sincèrement, on verra ce qui se passe en décembre. Vous connaissez mon opinion, il n'a pas changé, mais maintenant, la médiation, et qui travaille en toute liberté, est en train de regarder si d'autres alternatives ont été étudiées ou pas. Nicolas Hulot bénéficie d'un autre atout, celui de la popularité. Personnalité politique en tête des baromètres d'opinion, il sait que son départ du gouvernement serait un mauvais coup pour l'exécutif. C'est de faire en sorte que... Nicolas Hulot, il est à 43% d'opinion positive selon la dernière enquête Odoxa pour l'Express. Est-ce que son image pourrait se ternir à force de le voir non pas reculer, mais ne pas obtenir grand-chose sur le plan environnemental? Je dirais oui et non. Oui, parce que dans la durée, ça peut être le cas. C'est pour ça qu'il fait il met la pression sur Notre-Dame-des-Landes, parce qu'il sait qu'il va perdre beaucoup de points dans le camp écologiste, dans sa base écologiste, si il accepte ça. Par contre, sur un autre plan, non, parce que le moins il en dit, finalement, c'est une icône. Donc il existe dans le gouvernement, on reconnaît sa valeur. Quelque part, on l'a placé là, pas pour faire joli, c'est pas ce que je veux dire, mais parce qu'il est un symbole que le gouvernement souhaitait avoir. Moins il en dit, mieux il se porte. Il peut rester comme ça, flottant très 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 longtemps. Comment on l'explique d'ailleurs? Comment vous expliquez qu'il reste une icône, que son image ne soit pas écornée? Est-ce qu'on lui... Mais parce qu'il est macroniste à 100%. Il a toujours dit qu'il était de droite et de gauche. Il a fait des offres de service à la fois à Sarkozy et à Hollande. Il est en cohérence profonde avec En Marche. Il n'y a aucun problème pour Hulot à être dans En Marche. Ce qu'il y a, c'est que la réalité de l'exercice du pouvoir, ça le met, lui, personnellement, je pense, et sincèrement, en porte-à-faux avec ses idéaux. Et qu'il n'avait pas accepté d'être ministre pour cette raison-là auparavant. Il avait refusé pour les précédents. Oui, un nombre de fois incalculable. Il avait refusé d'être candidat aussi à l'élection présidentielle. Il avait renoncé car trop de pression aussi. Et les Français croient en sa sincérité. Ils ne le croient pas calculateur, stratège, politicien. Moi, je pense que vous mettez le doigt sur quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que Nicolas Hulot, il a deux atouts pour lui. D'abord, il porte un sujet qui parle vraiment à tous. Aujourd'hui, l'écologie, la transition écologique, c'est un sujet dont on ne peut pas se passer. Et notamment chez les jeunes générations, c'est un sujet central. L'autre point que vous soulevez, c'est le sujet de la sincérité. Aujourd'hui, on ne juge les politiques que par le prisme de la sincérité avec laquelle ils portent leur projet. Je crois que sur ce point-là, on ne peut pas douter de la sincérité de Nicolas Hulot et de la vigueur avec laquelle il a envie de porter ses projets. Moi, je trouve ça amusant parce que je me souviens, en mai, on se posait tous la question de se dire
on disait tous Nicolas Hulot, super prise pour le gouvernement, mais est-il fiable et ne va-t-il pas claquer la porte? Là, finalement, la question se pose en sens inverse, c'est-à-dire qu'on se dit, est-ce que le gouvernement ne va pas demander à Nicolas Hulot de partir? Est-ce que c'est pas le gouvernement qui va lui claquer la porte? Et c'est intéressant de voir qui tient jusque-là. Après, on l'a vu, il a des pressions à la fois de Benoît Hamon, de Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'ai l'impression que c'est une forme de complot contre lui, enfin de complot en tout cas. Ils connaissent sa fragilité. C'est-à-dire, Nicolas Hulot, c'est quelqu'un qui est à la fois très solide dans ses convictions, mais aussi fragile. On le voit dans certains de ses renoncements, etc. Est-ce que les pressions mises aujourd'hui par Hamon et par Mélenchon n'ont pas juste vocation à lui mettre la pression et à le faire craquer? Alors, vous faites bien de parler de Benoît Hamon, parce que j'ai noté une phrase qu'il a prononcée la semaine dernière, et il a interpellé Nicolas Hulot en lui disant un ministre de l'écologie pour ne pas faire d'écologie, ça ne sert à rien. C'est terrible cette phrase. Il parle de tous les ministres de l'écologie depuis qu'il y a des ministres de l'écologie, parce que tous les ministres de l'écologie depuis qu'il y a des ministres de l'écologie sont incapables de faire le job. Ils ne sont pas en position de gagner des arbitrages. Quand il dit parce que c'est contradictoire avec les contraintes budgétaires, avec les autres ministères. On est très satisfait d'être écolo sur le papier pendant la campagne, mais que dans le concret, quand on commence à se heurter au nucléaire, c'est ce qui structure notre politique énergétique depuis la libération, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On a construit des immeubles qui sont déficients en isolation pour absorber le trop-plein d'électricité. Il veut s'y attaquer aussi, Nicolas Hulot. Il veut s'y attaquer, fort bien, mais en France, on n'y est jamais arrivé. Donc les écolos, ils sont toujours, quand ils sont au gouvernement, pris entre la réalité et leurs convictions. Et ils ont été obligés, pour Cécile Duflot, par exemple, de trouver des terrains autres. Elle est allée sur le logement, parce qu'elle ne pouvait pas réussir sur l'environnement. Donc il y a un vrai sujet. Ce qu'il y a de sûr, c'est que si lui jette l'éponge, il y aura ça va être une recomposition du terrain écologiste phénoménale, parce que là, il y aura un vrai échec qui sera acté de la capacité de faire une politique environnementale, on va dire, militante au gouvernement. Avec lui, c'est un peu le dernier espoir. Un vide, on ne saura plus quoi faire si lui n'y arrive pas? Je suis d'accord, ça créera un vide. Alors après, personne n'est irremplaçable non plus, et on trouvera certainement des candidats plus nouveaux, plus jeunes, plus macronistes, etc. Mais il nous reste moins de 10 minutes. Juste, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que Nicolas Hulot est passé à une politique réaliste, et qu'il montre dans sa façon de faire une certaine réalité avec les obstacles qu'il rencontre. Et peut-être qu'on ne pouvait pas se pragmatique. Ce qui est rassurant, c'est qu'il a dit on gagne des arbitrages. Il commence à intégrer la novlangue gouvernementale. C'est peut-être un espoir pour lui. Il a revu ses ambitions à la baisse, vous voulez dire? Il voit des arbitrages. Non, mais il se dit peut-être qu'il est pragmatique, effectivement. Ouais. Merci. C'est pas compatible avec sa personnalité, c'est quelqu'un d'entier. C'est pour ça que tout le monde pense qu'il va partir demain. Voilà, mais après, on sait jamais. Et c'est peut-être pour ça qu'il a 43% d'opinion positive. Merci. Oui, on aime bien les gens entiers. Exactement. Pas au pouvoir, mais dans l'opposition, il n'y a pas de problème. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Dans un instant, c'est l'entretien du jour. Nous recevons Jean-Pierre Chevènement, président de la Fondation de l'Islam de France. Il nous dira sur quoi va aboutir très concrètement sa mission. Je vais y arriver. Ça sera juste après une courte pause. À tout de suite. Jeudi, dans l'épreuve de vérité, Gérard Larcher sera l'invité de Michel Grossior. Le président du Sénat répondra aux questions de l'AFP et des Échos Radio Classique. L'épreuve de vérité, jeudi à 18h en direct sur Public Sénat. Monsieur Ruquier. Monsieur Perico Légas, bienvenue dans l'autre. Voilà, les cosnardes. Les cosnardes à lunettes. À lunettes, c'est-à-dire qu'il y a les deux petites taches noires et l'oreille noire. Et l'oreille noire, voilà, c'est la brebis typique du Lot. Selon les menus, on est sur du 60-70% bio. On est dans la démarche du bio et du local. Alors là, il mange un velouté de carottes, une soupe de saison. Est-ce que c'est bon? C'est très bon? Elles sont câlines quand même. Et les boucs sont très sages finalement. Dès qu'on change le format, on change la texture et même le goût. Arômes différents, textures différentes. C'est un peu des héros ces gens-là quand même. Hein. Ah, ils ont beaucoup de mérite. On en manque beaucoup en France de gens comme ça. Oui, mais dans l'autre, nous en avons. Bon. Manger, c'est voter, samedi à 21h30 sur Public Sénat.
peut en parler tout à fait à la fin. De retour dans On va plus loin pour l'entretien du jour. Ce soir, nous recevons Jean-Pierre Chevènement. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de la Fondation de l'Islam de France, président de la Fondation Res Publica, ancien ministre de la Défense, de l'Intérieur, de l'Éducation nationale, entre autres. La liste est très longue. Je voudrais d'abord qu'on revienne sur la Fondation de l'Islam de France que vous présidez. Rappelez-nous l'objectif de cette fondation et votre mission. Alors, cette fondation est sur les rails. Elle a une vocation essentiellement éducative et culturelle. C'est une fondation laïque. Elle n'a pas de compétences dans le domaine religieux, mais elle vise par des bourses à former à la citoyenneté, à la laïcité, les futurs imams, les futurs aumôniers musulmans, dans les hôpitaux, les prisons, à l'armée. Et par ailleurs, c'est une vocation, je dirais, culturelle qui s'affirme dans le soutien aux études d'islamologie, c'est-à-dire de connaissance de l'islam et des sociétés du monde musulman. Nous visons un islam cultivé pour faire pièce à la théologie salafiste, simpliste, qui est évidemment le terreau du terrorisme djihadiste. Et enfin, en troisième lieu, nous montrons que l'Europe et l'islam se sont façonnés au cours de l'histoire l'un par l'autre en interaction, conflit bien sûr, mais aussi échange. Par exemple, le mot algèbre ou bien le mot algorithme viennent de l'arabe, et quand on dit échec et mat, c'est de l'arabe. Et Shirmat, le roi est mort. Mais on ne le sait pas, il y a des centaines de mots dans la langue française qui viennent de l'arabe. Et les Français l'ignorent. En préparant votre interview, je me suis interrogée sur cette expression « islam de France », notamment en lisant, pour vous donner un cas concret, vous le savez peut-être, en ce moment se déroule le procès d'Abdelkader Merah. Vendredi dernier, l'accusé a clamé qu'il ne reconnaissait pas les lois forgées par l'homme, mais uniquement celles d'Allah. Le frère d'Imad Ibn Ziaten, militaire tué par Mohamed Merah, a répondu « Son islam n'est pas le mien ». Y a-t-il donc plusieurs islams? Votre fondation de l'islam de France, quel est-il cet islam de France? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Comment vous pouvez résoudre cette... évidemment compatible avec les principes de la République. Et ce à quoi se sont engagées toutes les sensibilités musulmanes que j'avais réunies en 1999, c'est tout à fait clair. Il y a, je dirais, la souveraineté populaire. Les lois sont faites par des hommes qui sont des citoyens, naturellement avec en vue le bien commun. Le droit divin, ça a existé en France, mais c'était avant 1789. Donc, il est évident que cet islam dont se réclame M. Merah, enfin M. Merah, oui, Abdelkader Merah, c'est évidemment quelque chose qu'il a le droit de penser. Mais de la même manière qu'un catholique, par exemple, pourra croire aux 10 commandements, il ne va pas en faire un article de la loi. Il va se plier lui-même dans son fort intérieur à ces commandements. Mais ce n'est pas le droit républicain. La loi, en France, est la même pour tous, qu'on soit catholique, musulman, protestant, juif. C'est la loi républicaine. Alors, je voudrais maintenant qu'on aborde d'autres sujets d'actualité. À l'étranger, par exemple. Aujourd'hui se tenait la séance inaugurale du Bundestag, donc le Parlement allemand. À cette séance assistaient 92 députés d'extrême droite qui ont donc fait leur entrée dans ce Parlement lors des dernières législatives. Quel est votre regard sur cette arrivée de 92 députés d'extrême droite en Allemagne? C'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'une formation d'extrême droite est présente à ce niveau-là. À ce niveau-là, 92 députés, c'est quand même important. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je dirais que je ne veux pas dramatiser non plus, parce que à l'échelle de l'Europe, c'est une certaine normalisation par rapport au Front National, à l'UKIP, au mouvement 5 étoiles en Italie. Disons que voilà, c'est une réaction de la société allemande par rapport à l'afflux des réfugiés que Mme Merkel avait invité à venir en Allemagne en 2015. Mais naturellement, cette décision un peu solitaire, il faut le rappeler. Ça a été une erreur? Pour moi, il y avait une autre manière de s'exprimer. Vous êtes aussi l'un des grands représentants du souverainisme en France. Je voudrais votre avis sur la crise catalane. Les indépendantistes promettent une campagne de désobéissance massive si Madrid prend le contrôle de la région. Ils ont raison? Alors, permettez-moi de vous dire que je ne me qualifie pas de souverainiste. Je suis un républicain. Et pour moi, la souveraineté nationale n'est pas un gros mot.
Non, pas du tout. C'est Elle pour n'est ça pas un que je gros le dis mot. d'ailleurs très Car simplement. sans souveraineté, il n'y a pas de démocratie. La souveraineté, ça permet aux citoyens de s'exprimer, d'avoir le dernier mot. C'est cela la démocratie. Alors en Catalogne, le séparatisme catalan est évidemment une revendication de riches. La Catalogne... C'est comme ça que vous la voyez? Ah, mais je la vois comme ça. C'est le rejet du reste de l'hispanité qui va au-delà de l'Espagne. C'est l'Amérique latine. Il y a beaucoup d'immigrants qui viennent d'Amérique latine. Donc la Catalogne, qui est proche de la France, de l'Italie, du centre de l'Europe, se veut, enfin, une partie des Catalans, peut-être même pas la moitié, veulent accéder à l'indépendance. C'est une indépendance de riches. Vous observez le même mouvement en Belgique avec les Flamands. En Italie, avec la Padanie, c'est-à-dire la Vénétie et la On Lombardie. observe cette montée des régionalismes et des identités Ce n'est pas les régionalismes, parce que la région n'a qu'une compétence déléguée. Non, on observe cette montée des séparatismes. Il faut appeler les choses par leur nom. Et je rappelle que c'est comme ça qu'a commencé la guerre de Yougoslavie, quand la Slovénie et la Croatie, qui étaient les deux États fédérés les plus riches, ont voulu devenir indépendants. Donc une montée des séparatismes égoïstes, vous diriez ça comme ça? Bien évidemment, mais ça tient aussi au contexte de la mondialisation. Je dirais qu'elle exaspère les contradictions, creuse les fractures, les conflits. Et je dirais que ce sont des esprits légers qui oublient que l'Espagne existe depuis le XVe siècle, depuis que Isabelle la catholique a épousé Ferdinand d'Aragon, qui régnait sur la Catalogne. Mais ça a fait une nation, une des plus vieilles nations d'Europe, avec l'Angleterre et la France. Si on revient en France, j'aimerais connaître votre regard sur ce parti socialiste en décomposition et donc en reconstruction. Est-ce qu'il manque un leader aujourd'hui pour permettre au Parti socialiste de se reconstruire? Moi, je ne pense pas qu'il faut dire « et donc en reconstruction », parce que le Parti socialiste... Il est en cours. Non, le Parti socialiste, je ne pense pas. Il faut reprendre l'histoire par le commencement. Le Parti socialiste ayant tourné le dos à ses promesses fondatrices, il a bénéficié d'une rente institutionnelle dans la Ve République. C'est-à-dire qu'il était au pouvoir. Quand les Français en avaient assez de la droite, ils élisaient les socialistes. Quand ils en avaient assez les socialistes, ils élisaient la droite. Mais à la fin, ils se sont lassés. C'est ce qui a permis la percée d'Emmanuel Macron en 2017. C'est la désaffection vis-à-vis de ces partis de gouvernement qui ne se différenciaient plus fondamentalement parce qu'ils partageaient les mêmes orientations européennes et les politiques qui en découlaient. Votre nom et votre influence sur le monde politique ont donné naissance à ce qu'on a appelé le chevènementisme. Qu'est-ce que c'est le chevènementisme? Il n'y a que moi qui puisse le définir. Et justement, c'est pour ça que je vous pose la question à vous. Je ne donne pas de brevet à ceux qui s'en réclament. Le mot existe. Ils sont libres. Mais disons que c'est l'accent mis sur la République, bien sûr la souveraineté, sur un ordre international fait de nations responsables, sur une Europe qui s'appuie sur la volonté des nations qui la constituent. C'est évidemment une République qui tolère le débat, mais qui naturellement prend en compte un certain nombre de revendications politiques, sociales, démocratiques. Est-ce que le chevènementisme, c'est aussi se placer au-dessus des formations politiques traditionnelles, un petit peu comme l'a revendiqué Emmanuel Macron? Il y a une toute petite différence, c'est que Emmanuel Macron a voulu en effet sortir de ce, comment dirais-je, cette espèce de duopole qui n'avait plus beaucoup de sens, et il a eu raison de le faire. Il fallait beaucoup de détermination pour y parvenir. Mais j'ai essayé de dessiner une voie alternative, c'est-à-dire de montrer qu'une autre politique était possible, tandis que, me semble-t-il, Emmanuel Macron est resté dans le « en même temps ». Il est de droite et de gauche. Et moi, je pense que, peut-être est-ce par ma formation philosophique, qui n'est pas tout à fait la sienne, je pense qu'il y a forcément un troisième terme. C'est thèse, antithèse, synthèse. Donc il faut chercher à inventer. Mais je pense qu'Emmanuel Macron est suffisamment intelligent pour inventer. Donc vous ne diriez pas qu'il est votre héritier sur cette question spécifique du fait de se placer au-dessus des partis politiques traditionnels? Si, vous n'avez pas été macroniste avant l'heure, c'est ça? Il n'a pas dit au-dessus. C'est moi qui disais au-dessus de la droite et de la gauche, telles qu'elles sont devenues, il y a la République. Emmanuel Macron a dit que la droite et la gauche étaient, dans leur forme actuelle, dépassées. Donc il a dit la même chose que moi, mais j'ai expliqué qu'il y avait au-dessus.
Et je pense que Emmanuel Macron peut le dire. Donc je ne veux pas m'opposer à Emmanuel Macron. Je souhaite son succès parce que je souhaite le succès de la France, bien entendu. C'est ce qui me motive profondément. Et on va s'arrêter sur ces derniers mots de conclusion. Merci beaucoup Jean-Pierre Chevènement d'avoir été notre invité ce soir dans l'entretien. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain à la même heure sur Public Sénat. Ne manquez pas l'invité politique de Territoire d'Info. Demain matin, c'est Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et député de l'Essonne. Très bonne soirée, restez au cœur du débat sur Public Sénat.